Dans cette série, Voyage au cœur d'un processus vivant de transmutation, je veux partager à cœur ouvert des morceaux choisis de ma vie et comment ils sont devenus des clés de transformation. Si tu traverses une souffrance et que, comme ça a été le cas pour moi, tu crois qu'il n'y a pas d'issue, alors peut-être que ma résilience pourra t'inspirer. L'élan naturel aujourd'hui, c'est être une ressource en étant la preuve vivante que oui, c'est possible de trouver une libération et que la vie n'est plus un problème à résoudre, mais une exploration à goûter dans son mouvement. Et je vais prendre un angle de vue particulier et différent à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité douloureuse, qu'on peut se forger au fil du temps, souvent conditionnée par un état d'esprit appris. Je vais l'illustrer rapidement par mon propre vécu, mais je vais tenter aussi d'expliquer ce que c'est, pourquoi et comment ça se construit. Mais le but est surtout que peut-être tu prennes conscience que c'est cela qui te fait souffrir et aussi éventuellement un déclic pour sortir de cette boucle. Et pour cela, je vais vous faire deux récits. En premier, le récit de ma vie, tel que j'étais habituée à le raconter il y a encore peu. Même si de plus en plus j'y mettais de l'humour, il y avait toujours ce mode victime de la vie. Donc, en voilà un résumé. Tout commençait bien pour moi, les 7 premières années de mon enfance illustrent une métaphore parfaite du paradis terrestre. Puis il survient une sorte de cataclysme, un déménagement soudain, dans lequel je perds la cohabitation de la chambre avec ma sœur qui, du haut de son adolescence, commence à prendre ses distances. Je perds aussi le jardin, qui était le domaine essentiel de tous nos plaisirs. Plus de possibilités de jouer dehors. Et la maison me paraît sordide, trop grande, froide, et je sens les tensions, jusque-là inaperçues de mes parents. C'est le premier des drames. J'ai beaucoup d'amis, mais ça se complique quand je connais l'état amoureux. Un premier viol à 13 ans, puis continuer à mettre à disposition son corps, douloureusement. Non, ne croyez pas que la relation sexuelle, ça fait toujours du bien. Dans un semblant de consentement, dans l'espoir d'obtenir des miettes d'amour qui ne viendront quasiment jamais. Puis me perdre dans un dédale d'études sans fin à rebondissement, où je m'ennuie, pour finalement rien en faire et devenir ostréicultrice, le plus dur métier pour une femme de ma corpulence, avec des fragilités dorsales. En épousant un homme qui, je le crois au début, va enfin me donner l'amour que j'attends. D'échec en échec, ces 20 années de vie ont été ce que j'appelle le bagne. Tellement ça a été dur, physiquement, moralement, une surcharge mentale impensable. Des coups durs à répétition, toujours endettés, jusqu'à la fin. Bref, 20 ans de dur labeur, de crise de couple, de plus en plus devenue une impasse souffrante. Un état physique déplorable, pour finir par vendre et se séparer à l'âge de 44 ans, avec un CV à zéro. Femme d'ostréiculteur, c'est comme femme d'agriculteur. Même si tu portes toute la gestion de l'entreprise et donc des emmerdes, en plus du travail sur le terrain, on te demande si parfois tu aides ton mari. La seule chose de positive, c'est que j'ai 3 beaux enfants, 2 biologiques et un adopté. Oui, parce que je m'en rajoute toujours plus sur le dos. Je me prends pour Superwoman qui gère avec des bouts de chandelle une entreprise qui ne marche pas. Maison bien propre, un jardin potager, une maman qui se rend au maximum disponible pour ses enfants, sans jamais se plaindre. Bref, la mère parfaite. Sur le papier. Je me retrouve à 45 ans dans un état délabré. Le burn-out, pour moi, est un mot faible. Je ne suis plus que des cendres éteintes et des envies suicidaires. Et je reste sur un canapé pendant 6 ans, au lieu des 3 mois sabbatiques prévus. Je finis par me relancer et je crée mon lieu d'accueil pour vivre un peu plus près de mes aspirations. Car je commence à prendre conscience de moi. Et cette fois, pas de risque, pas d'emprunt et une activité dont l'étude marketing n'est pas nécessaire, tellement le marché est en demande. Je mets cela en place difficilement car je ne me suis pas encore remise. Et en plus, je vis une histoire style flamme jumelle incroyablement douloureuse pendant 2 ans.
Et voilà, la deuxième fois où je prends une affaire et que la vie s'acharne sur moi. Avec le Covid qui me fait fermer mon centre au moment où j'ai rempli mon calendrier de contrat. Je me sens éperdument victime de la vie. Bon, voilà en gros, très vite fait, comment je raconte en mode victime cette histoire, en regardant toujours le verre à moitié vide, le côté négatif des circonstances, par le filtre de l'identité douloureuse. Je vais donc m'amuser maintenant, pour illustrer mon propos, à te raconter la même histoire avec un biais différent, par celle qui aujourd'hui en ressent de la gratitude pour ce chemin, qui en voit le bénéfice, qui la constate comme une vie avec ses hauts et ses bas, sans renier la difficulté, mais sans en faire un étendard. Donc voilà, tout a bien commencé pour moi les 7 premières années de mon enfance, illustre une métaphore du paradis terrestre. J'étais une enfant très gaie et sans souci de santé. Certes, le déménagement à 7 ans était une coupure, mais cela m'a peut-être permis de goûter et d'intégrer l'impermanence des choses. J'ai eu la chance d'être douée à l'école, donc de bien réussir sans avoir besoin de travailler. Mes histoires amoureuses ont été assez catastrophiques, mais à la fois j'ai eu la chance de rencontrer et de relationner avec beaucoup d'êtres différents, ce que j'aime bien en somme. Évidemment, l'épisode ostréiculture a été très dur à vivre, mais je crois que j'aimais bien travailler proche de la nature. Je m'ennuierais dans un bureau. Je déteste la paperasse. J'ai pu sublimer mes compétences de chef d'entreprise, puisque les collègues qui nous ont vus nous installer quasi sans expérience du métier nous donnaient perdants d'avance. Ça, on me l'a dit que après. Mais ça veut dire que mes efforts, ma volonté, mon mode guerrière et mes capacités intellectuelles pour faire face à tous les défis ont payé, puisque jamais nous n'avons finalement déposé le bilan. Et nous avons fini par tout rembourser. Et cela m'a permis d'acheter et de créer l'échelle de l'être. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais en plus, les difficultés rencontrées m'ont demandé, sans concession, une introspection, un chemin spirituel, de mettre de la conscience pour sortir de la souffrance. Et même si le chemin a été long et compliqué, je ne changerai rien de tout cela quand je fais le bilan de là où j'en suis maintenant. Et tous les potentiels que j'explore encore. J'ai 3 enfants merveilleux et grands. Ils feront comme moi, ils apprendront de la vie. Je leur souhaite de se détacher de cette négativité acquise en partie de mes parents et que je leur ai sûrement transmise. Mea culpa, je ne savais pas. Mais quand on voit l'ombre, on peut reconnaître la lumière. Alors, voici, vite fait, les 2 versions de ma vie jusqu'ici. La deuxième étant forcément plus courte, car les commentaires sont plutôt inutiles. Et revenir trop sur le passé, assez inintéressant, quand on ne s'attarde plus sur ce qui ne va pas. La première version est le mode survie et identité douloureuse. Le biais de négativité, c'est un biais cognitif qui influence nos perceptions. C'est un conditionnement à relever ce qui est négatif. Il crée un blocage au lâcher-prise. Il induit la réaction en mode résistance. C'est un état désagréable, douloureux, menaçant, que l'on s'est habitué à perpétuer. Il est associé au mode contrôle, et bien évidemment, il engendre de la souffrance. Et surtout inconsciemment, c'est la référence à laquelle on s'accroche et devient le pilier sur lequel on forge notre légende. À quoi ça sert ? Je crois que c'est avant tout un mode de défense. Même si à la base, pour moi, je dirais que c'est presque le seul mode que j'ai connu dans mon environnement, et donc je n'aurais pas pu en imaginer un autre. L'ego est un processus de construction d'une histoire fondée sur la mémoire. Mais cette mémoire est sélective, et suivant notre conditionnement, on choisit les éléments qui la composent. Et on vit dans une société qui a tendance à habiliter le mode victime. On vit dans un paradigme de pensée qui favorise la négativité. On vit toujours le vieux mode survie de nos ancêtres, qui avaient besoin du groupe pour survivre. Et on cherche le soutien, ou on a peur de le perdre. Alors, tout est prétexte à en demander. Ne nous blâmons pas, c'est humain.
un genre de réflexe de survie que je ne connais pas, un être qui, quand il est malade, ne l'annonce pas. Le fait d'aller mal nous permet de nous soustraire à avouer ce que nous prenons pour nos faiblesses et que l'on nomme paresse pour l'envie de ne rien faire ou dépression pour l'élan d'abdiquer devant le contrôle et la volonté ou impuissance pour la non-faculté à tout faire et à tout assumer. Bref, l'effet secondaire est en apparence de nous sortir d'une certaine culpabilité ou honte, à ne pas prendre nos responsabilités de qui on est, avec nos différentes formes, aptitudes et difficultés. Et c'est insidieux car on se ment à nous-mêmes en prenant les autres, le monde, la vie pour responsable de nos malheurs. Et on s'en persuade bien entendu. On critique, on accuse, on sait mieux ce qui serait bien. On fonde une légende dont on devient le héros. Et non pas qu'on est totalement de mauvaise foi, sauf qu'on a sélectionné les éléments qui créent un scénario qui sert cette identité. Ça nous permet de nous déculpabiliser, de ne pas y arriver par exemple. Mais en mettant l'accent sur « je n'y arrive pas », on est persuadé de ne pas y arriver. Dans mon exemple perso, c'est flagrant. Je parlais de mes 2 expériences d'entreprise en tant qu'échec, alors que finalement, même si ça n'a pas été facile, cela n'a pas été que du négatif. Il y a une certaine réussite, et surtout pour la deuxième, le lieu d'accueil qui me permet de vivre aujourd'hui. Je voulais une semi-retraite, la vie m'a récompensé avec un nombre de clients tout juste suffisant à continuer, tout en ayant beaucoup de temps. Pour être honnête, parfois l'ancienne identité raconte que ce n'est pas facile, parce que pas énormément de clients, donc insécurité financière. C'est marrant, mais parfois, en le disant, j'ai la sensation que c'est les gens qui ont envie d'entendre ça. Car je me rends compte que souvent, la question n'est pas « comment tu vas ?», mais « alors, l'activité, ça marche ?» Et quand je dis « oh, pas énorme de clients », direct les gens te plaignent, alors que tu ne leur dis pas forcément que tu veux être full de clients et en burn-out. Et c'est pas toujours aisé de dire non, pas trop de clients, mais c'est cool aussi car j'ai beaucoup de temps libre sans travailler. Et ça, c'est vraiment mon rêve. Difficile à entendre pour beaucoup. Mais aussi, c'est vrai, par habitude, pour continuer à vivre ce que je connais, je dois continuer à consolider mon identité. Je dois presque organiser mon histoire d'indignité. C'est une sorte de guerre envers l'extérieur, mais aussi interne, contre qui je suis. Je pourrais donner des pistes ou des explications qui, d'après mon constat, sous-tendent cela, comme encore ne pas avouer la jalousie envers les autres qui semblent avoir de la chance, mais qui cachent aussi l'intolérable sentiment d'infériorité. Je pourrais détailler ce qui se joue en dessous, mais ça prendrait beaucoup de temps. Je ferai peut-être une vidéo très spécifique là-dessus, même si j'ai aussi abordé le sujet de l'ego en infériorité dans une ancienne vidéo. Mais pourquoi? En réalité, on ne va pas vers le positif, vers « je reçois ». Pourquoi on ne désire pas la réussite, la fluidité? Parce que ça demande un peu de courage et de volonté de sortir de ma zone de confort. Parce que ma puissance fait peur, l'inconnu fait peur, parce que la souveraineté fait peur. Car si je lâche mon identité douloureuse, je n'ai plus de besoin à revendiquer. Comment sortir de cette identité douloureuse de victime, de négativité, de plainte? Tout est une perspective, comme j'aime à le répéter. Ce n'est ni bien ni mal, d'ailleurs. Est-ce que l'identité « je vais bien, tout va bien » est meilleure? C'est toujours une identité, et si on y est attaché, c'est souffrant également. Peut-être moins en surface. Dans l'identité douloureuse, ce qui est vraiment souffrant, c'est une recherche constante de justification de malheur, et aussi de stagner, de mariner dans des énergies basses. Et c'est une boucle qui manifeste des vibrations qui tirent vers le bas. Je suis assez convaincue maintenant que tout l'univers est vibration. Donc, cette énergie qui vibre bas attire des circonstances lourdes. D'où l'intérêt de ne pas perpétuer cet état
quand on se place au niveau de la manifestation, évidemment. Tous les petits moi, toutes les identités sont problématiques quand il y a le besoin de les entretenir, quand on y est lié. La libération, c'est dans un premier temps d'en prendre conscience, mais cela ne suffit pas, car ça colle comme un papier tue-mouche. Si tu ne supportes plus cet état d'esprit et que tu essayes de t'en débarrasser en voulant adopter une autre identité, ça demande encore beaucoup d'efforts et tu vas finir par te confronter au même genre de complications. Essayer de maintenir un moi, un masque, une nouvelle posture que tu ne connais pas et qui ne t'est pas naturelle, ce n'est pas si simple. Certes, quand tu en as vraiment marre de cette identité de souffrance, il peut surgir un relâchement. Mais il faut vraiment en avoir plus que ras-le-bol et tu ne peux pas le faire. Sauf de réaliser l'incidence de ce jeu dont tu ne mesurais pas l'enjeu. Il y a une nécessité de prendre conscience que les bénéfices secondaires sous-jacents qui étaient censés te servir sont eux-mêmes les causes de ta souffrance et que ce système te maintient dans le statu quo puisque c'est son but premier. Comme quand tu annonces « je suis bloqué dans ma vie ». C'est toi qui le décrètes. Si tu respires, tu marches, tu manges, tu te réveilles. Qu'est-ce qui dit que tu es bloqué dans ta vie? La vie ne se bloque pas. Elle a des rythmes, certes, elle s'écoule. Et quand tu te reposes dans le sommeil, tu ne dis pas « je suis bloqué ». Et alors tu peux commencer à réaliser l'absurdité de ce processus. Mais à ressentir ce que tu crois être une vérité, une fatalité, est seulement une construction. Quand tu commences à pouvoir t'avouer que tu te sers de cela pour te défendre et avoir du pouvoir en observant à chaque fois que tu joues ce rôle de malheur pour t'en servir, pour qu'on t'aide, qu'on te plaigne, qu'on te rejoigne, pour qu'on te pardonne ou juste pour qu'on te remarque, alors tu vas petit à petit cesser de vouloir maintenir et t'identifier à ce qui est vu clairement comme une mascarade. Oui, tu peux voir, si tu es plus ou moins coincé dans cette identité douloureuse, qui peut prendre des formes différentes, que c'est une mascarade, que tu joues un rôle. Cela m'a pris du temps pour reconnaître cela à 100% et valider ces idées. Et que ça ne m'intéresse plus de nourrir et d'aimer cette identité et ces idées. Tant que ce n'est pas reconnu totalement, ça continue de te faire souffrir. Après, ce n'est pas que ça s'arrête complètement, mais tu en es de moins en moins dupe. Quand ça apparaît, tu en souris. Et tu n'as plus forcément envie de jouer. Et si tu joues encore, tu n'y crois pas totalement toi-même. Donc, tu en es libre. Alors oui, tu peux lâcher cette identité, explorer. Qu'est-ce que ça fait, une identité plus naturelle à ton essence, de joie et de paix? Comme tu t'es exercé et habitué à entretenir et à développer la négativité, tu peux apprendre un autre état d'esprit. Ou retrouver celui que tu avais quand tu étais enfant, celui de l'ouverture, de la fluidité, de la curiosité. C'est un peu comme un réapprentissage, pas un miracle. Et te reconnecter à la douce présence aimante que tu es, car cela est du non-amour de soi à la base. Aller vers l'autocompassion avant de vouloir aller vers l'amour à l'extérieur et ne pas encore te juger pour cela. Oui, ça demande peut-être un cheminement sur l'acceptation des émotions, car cela est du refoulement de ce qu'on ne veut pas ressentir. Oui, ça aide de sortir du besoin de maintenir un ego contrôlant, qui sait, qui se défend, en t'établissant dans l'espace d'accueil, l'ouverture de présence qui est là, en amont de toutes ces histoires. Oui, une écoute attentive au corps énergétique peut soutenir le processus de libération de ces limitations, de ces nœuds inscrits au bout du compte dans le corps. Oui, peut-être même que c'est génétique,
ou c'est une défaillance des neurotransmetteurs qui ne donnent pas assez de signaux de bonheur. Comme je le dis perpétuellement, qui de la poule ou de l'œuf, tout étant imbriqué. Mais regarde ton insatisfaction interne. Si tu vois toujours que l'herbe est plus haute verte et que l'herbe est plus verte ailleurs, en continuant de tout juger, et bien évidemment de te juger toi-même. Regarde ton critique intérieur envers toi ou envers le monde, soi-disant extérieur. Quand je me connecte à un espace de cœur qui fait couler des pensées positives à base de joie, de relâchement et d'instant présent, je me sens mieux que quand je passe un long moment avec un proche qui m'assène de sa négativité. Moi-même, je ne supporte plus cela très longtemps. C'est un très bon signe pour moi. Tout cela vient évidemment de l'idée d'être une personne qui doit se défendre et attaquer, c'est pareil. C'est toujours la polarité. Plus on se libère de l'identité psychologique, plus on est libéré de cette emprise qu'est l'identité. Mais c'est un autre niveau que je n'aborderai pas là en détail. L'idée n'est pas de devenir positif, mais plutôt de couper le négatif. Et alors, l'état naturel est plutôt quelque chose de neutre. Mais sans cette couche, tout paraît plus beau, tranquille, parfait. Qu'est-ce qui reste quand tu enlèves toute la résistance? Ne peux-tu voir que toute cette critique ne sont que des pensées? Regarde qu'est-ce qui reste quand tu enlèves, ne serait-ce qu'un instant, toute pensée de négativité, de critique, de jugement. Fais-en l'expérience, là, maintenant. Tu pourras les reprendre dans une minute, si toutefois tu en as envie. Quand tu es là, maintenant, sans critique, sur le monde, sur ton univers, juste connecté à la présence d'être, au cœur de la satisfaction d'être et de vivre toutes ces péripéties de vie qui te traversent dans un rythme incessant, parfois inconfortable, parfois confortable. Peux-tu même lâcher l'idée de confortable et inconfortable, mais voir que tout est mouvement, avec plus ou moins de tension, de distorsion et de relâchement, perpétuellement. Ok pour la négativité et la positivité, mais si tu ne croyais plus que c'est la réalité, c'est juste un imaginaire posé sur des expériences, des mouvements. Pourquoi tu préfères garder en mémoire l'effet dit négatif et que l'effet dit positif, tu n'en prends pas note? Tous ces moments agréables, sont-ils trop simples pour en faire qu'un? Pourquoi tu veux continuer à te nourrir de cette négativité? Oui, c'est comme si tu manges délibérément une nourriture avariée, trop sucrée, ou que tu digères mal tout au long de tes journées. Pourquoi tu fais cela? Tu n'en as pas marre? Ok, quand il y a un truc qui ne te plaît pas, tu le dis. Mais après, passe à autre chose au lieu de ruminer, en croyant savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que la négativité, c'est se positionner en sachant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. C'est une forme d'orgueil, mais déguisée. Oui, de l'orgueil mal placé. Alors, si tu crois savoir ce qui est bien, tu peux aussi aller vers ça, au lieu de passer ton temps à rejeter ce qui est mal. Cuisine-toi des bons petits plats. Si tu t'amusais à voir ce que ça fait d'être d'accord, d'être curieux de ce que tu ne connais pas, ce que ça fait d'accueillir ce qui vient, ce que ça fait d'arrêter de résister, ce que ça fait de lâcher prise, vraiment, et de laisser le monde et les autres dans leur propre perspective, même celle d'être négative. Et si tu arrêtes de regarder le monde et de le juger, qu'est-ce qui reste? Entends-tu ce silence qui ne sait rien, qui ne dit rien? Est-ce que ces jugements sont très solides? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est quoi la réalité? Comment tu le sais? Et si tu avais une douce présence aimante là, envers toi et envers ton monde? Et si tu étais cette douce présence aimante, trouves-tu un point central à l'expérience
qui peut se définir comme ce qui est bien, et le reste tout autour de toi qui est mal? Qui pointe cela? Regarde d'où viennent ces pensées de non, non, non. Sont-elles naturellement présentes dans l'espace de ce qui est? Qu'est-ce qui reste quand tu ne les attrapes plus? Ce n'est qu'un récit. Tu peux le changer. Tu peux cesser de croire que ton histoire est ton identité. L'identité douloureuse ne part pas en la combattant. Elle se dissout quand on arrête de la nourrir, quand on ose goûter à un autre regard. Et si ta souffrance n'était qu'un récit, et si tu changeais de regard sur ta vie, tu n'as pas à lutter pour exister, tu es, et c'est assez. Et si tu posais ce masque, que ferais-tu là, maintenant? Et si tu n'avais plus rien à défendre? Tu n'es qu'un point de vue. Le monde s'expérimente par des myriades de facettes, de points de vue, faits de polarités et de rythmes différents. Comment sais-tu lequel serait bon pour toi ou pour l'autre? Tu n'as pas besoin de changer. Tu as besoin d'arrêter de croire à la mascarade que tu as créée en croyant que cela te mettait en sécurité. Et c'est pourtant ce qui t'empêche de vivre pleinement. Car en somme, c'est toi qui t'empêches de vivre pleinement en jugeant les expériences. Alors, autorise-toi à vibrer ce qui te porte et ce qui te nourrit. L'identité douloureuse, c'est un mirage qui parle fort quand tu oublies qui tu es. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à te retrouver.